Allez, on va stopper cette musique de l'enfer, je ne l'ai toujours pas changé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est mardi, c'est 20h05 et c'est évidemment le rendez-vous que vous attendez tous et toutes, bien sûr. Le MLR Show, bonsoir à toutes et à tous, me voilà qui apparaît à cette superbe caméra. Bienvenue sur les Outsiders TV, évidemment, la Major League Rugby que l'on suit depuis le début de saison, que l'on suit depuis 2 ans maintenant. Un nouveau rendez-vous avec vous, les abonnés, évidemment, les fans de rugby nawak, bien sûr. Et je ne suis pas tout seul, bien sûr. J'ai la chance d'être accompagné. On est 3. Aujourd'hui, le retour de la triple fenêtre. Bien sûr, Adrien Abadi est là. Antoine Mazer également. Alors, pas pour toute l'émission, malheureusement. Bonsoir, Antoine, déjà. Comment ça va les copains? Bah, ça va plutôt bien. On a eu des beaux matchs ce week-end. Franchement, on s'est régalé et ça faisait un petit moment que j'avais pas tout vu de la MLR. Je regardais un peu par-ci par-là. Vous regardez-vous? Je voyais des résumés, je voyais des actions folles, il s'est passé des trucs de fou. Mais là, on a eu une journée plutôt intéressante. Il n'y a pas eu des énormes dingueries et c'était beau à voir. Adrien Abadi, comment ça va? Bah, écoute, ça va, hein. Content d'être de retour aussi. J'avais manqué la dernière semaine. Avant ça, tu étais en vacances, des vacances bien méritées. Et Merci. je suis assez d'accord avec Antoine. Je trouve que le niveau de la MLR, comme je te disais là juste avant, est en train de monter crescendo. Et on va peut-être arriver sur un championnat incroyable prochainement, on ne sait jamais. Et voilà, très content d'être avec vous, messieurs. Et on est très content que vous soyez là tous les deux aussi parce que bah écoute, c'est toujours plus sympa quand on est plusieurs évidemment pour discuter de ça. Le programme très rapidement de cette 5e semaine, déjà 5e semaine, hein, on rappelle qu'on avait déjà fait quasiment le quart, hein, pour certaines équipes. 4 matchs seulement, 3 équipes exemptes, mais que du lourd. Chicago, All Glory, New England, NOLA, Miami, Utah, Los Angeles, Seattle. Il y avait un petit peu de tout, il y avait des équipes en forme, des équipes en méforme, un petit peu un match de la peur, 2 matchs de la peur même. Il y avait New England, NOLA d'un côté, Los Angeles, Seattle de l'autre. Et on l'a dit, vous l'avez teasé avec brio, messieurs. Il y en a eu véritablement pour notre argent, j'ai envie de dire, alors qu'on fait ça gratuitement, il n'y a aucun sens. On parle de plaisir solitaire du côté de McNaught, mais manifestement, on se sent un petit peu seul dans le 31. On n'est pas payé? Non, si, chut, chut, toi oui. Bref. Merci. Il y a le match le plus important, c'est très certainement le match le plus important qu'il y avait à évoquer. C'est ce New England NOLA. Comme tu n'es pas là pour toute l'émission, Antoine, on va commencer par ce match-là parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je reprends 30 secondes mes petites fiches, évidemment, parce que bien sûr on prépare, hein, on travaille évidemment. Ouh là là là. Ah bah, Attention. ah bah attends, c'est important, c'est important. On fait plus ça en amateur maintenant. On est passé au niveau semi-pro. Voilà. Il n'y a plus de problème technique ou plus tant. Maintenant, on monte d'un cran. Allez, c'est parti tout de suite pour ce pré-match. Il y a pas mal de choses à dire. On est sur un bilan, une victoire, 2 défaites chez les Free Jacks, chez le Gold. Donc, il fallait absolument l'emporter. Donc, on est parti avec bien une équipe de Nola qui va très bien commencer ce match avec une première occasion qui va se décliner, qui part à droite, ça part ensuite au centre et puis ensuite ça va finir à gauche avec Ed Fido, ancien international à 7 Samoa. On en a parlé il n'y a pas longtemps, Antoine, tous les deux de Ed Fido. New England qui est donc mené 7-0, qui va réagir très vite. New England avec son maillot Saint-Patrick d'ailleurs. Maillot Saint-Patrick, fort sympathique d'ailleurs au passage. Voilà, c'est la petite vanne nulle. C'est Wayne Conradi qui vient inscrire quasiment en première main cet essai des Free Jacks. Et puis là, il y a l'exploit du week-end. Il y va tout seul. Le Roumalan qui vient casser à peu près 52 plaquages. On est quelques secondes seulement après l'égalisation signée Conradi. Et bien New England qui prend directement, qui reprend directement l'avantage. Ça va être un peu du à toi à moi pendant toute cette partie. On va avancer assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la fin de match. Vous le voyez, 21-14, on est au début de deuxième période. Et ce sont bien les leaders de cette équipe de New England qui vont marquer avec Jed Mevlin notamment. 28-14, on se dit que le match il a complètement tourné. Nola est réduit à 14 et puis il y a un petit coup de réussite, ce coup de pied de Carty qui retombe dans les mains. Finalement, eh bien, ça arrive jusqu'à Mahou. Premier essai de la saison pour le 3e ligne de Nola. On voit un superbe Tetamaki qui rate complètement le ballon, ça part en arrière sur Mahou. Dans la foulée, Taofete en force sur une touche va réussir à marquer. 28-28, regardez, 75e pénalité contre New England. On prend les points
et ça c'est rare à signaler pour la MLR. Luc Carty qui trouve une magnifique, qui la transforme avec brio. On est quelques secondes plus tard, New England a le ballon, pénalité. Et alors, je vais vous le laisser le ralenti parce que regardez, en sortie de ralenti, ce qui va se passer, c'est que cette touche, elle n'est pas trouvée. Ils sont sur le côté du terrain. Incroyable. Luc Carty ne trouve pas la touche. Donc, eh bien, New England récupère le ballon. On regardait le score, 81e minute. La Nouvelle-Orléans qui est de nouveau réduite à 14 parce que Tetamaki commet un plaquage à la tête, contact à la tête. Donc 14 contre 15 pour terminer. La dernière cartouche pour les Free Jacks, évidemment ballon porté, ça avance petit à petit. On voit l'arbitre qui se fait signe du premier arrêt, ça avance en crabe, il y a à peu près tout le monde qui vient se mêler à la lutte évidemment. Et puis bien c'est finalement Jed Melvin qui va s'extraire de ce ballon porté. C'est lui qui tient le ballon, voilà, il n'a pas le droit d'être tenu par Xavier Mignot, il se relève et il vient terminer le travail. Succès 35-31 donc pour les Free Jacks. Juste pour le kiff véritablement. Je vais vous mettre le dernier essai, les dernières secondes vraiment, ce dernier essai avec les commentaires directs, mais surtout écoutez le son derrière, c'est vraiment une très très grosse ambiance. Foster to Wood, 6 family members watching from Canada. They drove down here for this game. He has it at the back, wearing 16 on his jersey. Those jerseys you can buy, these match-worn jerseys. New England fly in. Here comes Leroux Milan. He's in the 12 jumper. Nordley Calameti urging his side on. They will have to use it in just a few moments. Johnston, Melbourne, and now Harrison Boyle diving in there as well. Boyle, that's the first time we've seen him with the forwards. New England, the crowd trying to hear Fort Quincy with advantage as they go for the line. They will score! First of Eddie Jaws. It's now another throw in Massachusetts. The Free Jacks take a bite. Oh, quelle erreur. Quelle erreur. Et donc l'essai voilà, de cette équipe de New England qui va donc l'emporter sur le fil. C'était le match à pas perdre, on est d'accord, Adrien, Antoine, c'était un match qu'il fallait absolument gagner. Évidemment, on va parler de cette fin de match. Il y a cette pénalité de Carty qui est magnifiquement transformée. Derrière, tu as une touche, tu es à quoi 6 mètres de la ligne et tu vas en ballon mort à l'autre bout du terrain. Antoine, je vais commencer par toi parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire. Tu me l'as dit en off. C'est un peu gênant, non? En fait, ce qui est gênant, c'est qu'ils sont capables de tout. En fait, c'est une équipe qui est tellement imprévisible qu'elle est capable de tenir tête face à l'équipe qui a réussi à mieux jouer la saison passée. C'est une équipe des Free Jacks qui a beaucoup de mal cette saison, qui a beaucoup de mal à retrouver son rugby, qui a beaucoup de mal avec pourtant un effectif qui n'a pas beaucoup changé, avec des leaders qui sont toujours là, à vraiment dominer son adversaire. Et là, c'était vraiment l'occasion pour Nola d'aller faire un coup. Ils sont vraiment pas passés loin, on l'a vu sur cette pénalité de Carty, mais dans la construction du match, tout laisse penser que c'est des montagnes russes en fait les matchs de Nola. C'est qu'ils sont capables de faire des essais, d'imprégner des grosses séquences de jeu, notamment la première avec des breaks qui sont créés, les premiers essais de Ed Fido, capables d'avoir des énormes trous dans le match où ils sont menés après 28-14 et on se demande comment ils arrivent à revenir à 28 partout. Et ils sont capables d'exploser, d'avoir un manque de maîtrise considérable dans des moments très chauds. Ils ont la pénalité pour passer devant. Derrière, ils dominent tout. Ça veut dire qu'ils récupèrent des pénalités. Ils sont dominants en mêlée. Ils ont 4 minutes à tenir. Ils ont une pénalité à trouver. Bon, faute individuelle. Mais derrière, ils subissent une séquence de presque 15 temps de jeu où ils défendent, ils s'envoient comme des chiens, mais ils font des fautes dans tous les sens, alors que pendant tout le match, ils ont été très disciplinés. Je crois que sur l'ensemble du match, mais juste avant le dernier essai, les Free Jacks, ils sont à 14 pénalités. Nola, ils sont à 8 pénalités. Donc, ils ont été très disciplinés, entre guillemets. Ils ont été dans les standards. Ils sont bons en touche. Ils sont dominateurs en mêlée. Ils arrivent à imprégner énormément de rythme par moment, par moment. Ils ont d'énormément de joueurs de qualité. On les a vus, Xavier Mignot, Tatamaki, Ed Fido. On a vu vraiment des joueurs de qualité dans cette équipe. Mais tu as l'impression que collectivement, il y a des trous. Ils sont capables de louper des séries de plaquages incalculables. Et là, sur cette dernière action, pardon, elle est symptomatique un peu du début de saison de Nola. C'est capable de faire quand même un match très intéressant dans le contenu parce qu'ils passent pas à côté de leur match en fait. C'est qu'ils passent pas à côté de leur match face à une bonne équipe de MLR.
mais ils sont capables de pas le gagner ce match. Et pour l'instant, depuis le début de l'année, c'est que ces matchs-là, ils sont pas capables de les gagner. Et est-ce qu'on tire déjà la sonnette d'alarme? Je suis pas sûr qu'il faut la tirer maintenant, mais on avait énormément d'espoir et d'ambition sur cette équipe-là. Et aujourd'hui, on est obligé de dire qu'elle nous déçoit. Ah, le mot est lâché, déception. Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme? Moi, déjà la semaine dernière, j'avais posé la question à Pierre Amiche. Est-ce qu'on s'inquiétait pour New England? On avait dit non, de toute façon, machin. Bon, en effet. Est-ce que, Adri, on commence à s'inquiéter pour Nola, qui donc est sur 3 défaites de rang? T'as perdu à Miami, t'as perdu à Utah, t'as perdu à New England. Sur le papier, t'as perdu qu'à l'extérieur, mais t'as battu Kantem. Et ouais, moi, non, je pense qu'il faut pas s'alarmer. Parce qu'en vrai, on le voit, hein, comme a dit Antoine, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et qui peut assez rapidement se reprendre finalement. Après, en effet, on sait que ça se joue à des détails, que tu as quand même pas énormément de matchs en MLR, tu en as une quinzaine, et c'est des matchs qui sont importants. Donc ouais, va falloir se reprendre assez vite, et surtout, là, tu as la réception de Los Angeles qui arrive et de Tu as Chicago. 2 réceptions. Donc la réception. Comment? Tu as 2 réceptions qui sont importantes là, hein. Notamment Ouais, c'est ça, tu as Chicago. la réception de Los Angeles qui arrive et Chicago. Bon, déjà, Los Angeles, je pense que c'est victoire, mais il va vraiment, c'est victoire, mais importantissime. Il faut gagner absolument contre Los Angeles. Derrière, tu reçois Chicago, qui est quand même l'équipe en forme pour moi à l'Est de ce début de saison et qui vraiment est l'équipe qui convainc le plus depuis le début. Bon, voilà, hein, t'as Miami derrière, et Miami, en fait, ce qui est inquiétant, c'est de se dire qu'à mon avis, ça va jouer avec Miami, à mon avis, la place en playoff, parce que c'est quand même une conférence Est qui est très ouverte. Miami, tu as déjà perdu une fois ta confrontation directe contre eux. Voilà, va falloir gagner les 2 prochains matchs à domicile, parce que sinon, ça risque d'être très compliqué, et c'est des points qui peuvent coûter cher déjà dans la balance sur la fin de saison. Et je sais que Miami, eux, bon, ça joue quand même plutôt bien, moi, sur ce début de saison. Ils ont un calendrier, je crois, assez difficile là, qui arrive. Je crois que ils se déplacent à San Diego, à New England, et qu'ensuite ils reçoivent Houston. Donc si Miami perd ses prochains matchs, voilà, il y a moyen de peut-être creuser un petit écart, mais je pense que ça va être compliqué pour Nola s'ils se ressaisissent pas, hein, s'ils se ressaisissent pas, en effet, quoi. Oui, on est d'accord que de toute façon, comme à l'Ouest, on a 5 équipes qui se battent pour 4 places, hein. Anthem est déjà dans la charrette. Je pense que là-dessus, on sera d'accord. Mais c'est vrai que Ouais. on est vraiment en train de se rapprocher d'un duel Miami-Nola. Alors, il n'y a toujours pas péril en la demeure. On va voir Miami contre Utah après, évidemment. Miami qui a un match en plus, puisque Miami pour l'instant a joué toutes les semaines, et l'équipe avec Chicago qui a le plus joué. D'ailleurs, ils enchaînent encore le week-end prochain. Nola, tu l'as dit, Ouais. il va y avoir ces matchs très importants contre Los Angeles ce week-end, puis Chicago à domicile. Donc il y a moyen de se rattraper. Derrière, ce sera un déplacement en Anthem. Il est évident que si dans 3 semaines, on se retrouve ici avec Nola qui a gagné ne serait-ce que 2 matchs, on se dira, ça va mieux. Mais Antoine, on est Après, c'est d'accord? un match, comme Ouais. tu dis, contre Anthem, quoi. Ouais, oui, non mais c'est ça. Après, C'est si bizarre, t'as c'est pas contre battu Los Anthem, si tu Angeles ou te retrouves Chicago, avec. Ouais. c'est ça. En plus, ce Et sera à même si domicile. tu bats que Los Angeles et que derrière, tu te retrouves avec 3 victoires, tu en as 2 contre Anthem et une contre Los Angeles, je sais pas si c'est extrêmement rassurant non plus, quoi. Ouais. Attention à Los Angeles en plus. Attention véritablement à Los Angeles. À quel moment véritablement on s'inquiète, Antoine? À quel moment est-ce qu'on va pouvoir se dire, ouais, il va falloir que ça se Mmh. mette en place? Bah, comme l'a dit très justement Adrien, hein, ce championnat de MLR, il t'offre très peu de possibilités d'échec pour te qualifier parce que tu n'as que 15 matchs. Hem Et j'ai envie de dire que le curseur, on va le placer après ces 2 matchs à domicile. Comme tu l'as très justement dit Adrien, il y a ce match face à Los Angeles qui va devoir conditionner, vraiment pas le rugby que propose cette équipe de Nola, parce qu'on l'a vu, mais ce qu'elle a au niveau mental, ce qu'elle est capable, voilà, de réagir. Comment elle va être à réaction dans un match qui est à son portée? Est-ce qu'elle va s'écrouler? Est-ce qu'elle va continuer
Est-ce qu'elle va ça va être surtout la manière dont elle va, je parle surtout, l'esprit qu'elle va adopter face à cette équipe de Los Angeles pour se mettre dans les meilleures dispositions pour recevoir Chicago. Et en fait, si tu me dis qu'après, Chicago et Los Angeles, Nola a fait, 2 sur 10, là, on s'alarme. Je pense qu'un bloc réussi serait, 5 à 6 points, tu vois, sur ces 2 matchs. Ce 5 à serait un 6. bloc minimum. Au moins une victoire, quoi. Ouais, même pas, tu vois, c'est une victoire, au moins un bonus défensif, tu perds face à Chicago, tu vois? Ou une grosse victoire bonifiée et après tu peux perdre, mais il te faut au moins 5 points. Je pense sur ce bloc-là, il te faut au moins 5 points et mais il faut qu'il se passe quelque chose d'un point de vue surtout comptable, tu as besoin de points, mais surtout d'un point de vue 80 minutes pleines, et d'autres réactions. Tu as l'impression que quand ils prennent des essais, ça baisse la tête. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de stars dans cette équipe et je me demande si c'est pas un problème. Je me demande s'il y a pas peut-être on a beaucoup vendu cette équipe, il y a des joueurs qui sont arrivés top 14, il y a des joueurs qui sont arrivés, d'un peu partout, il y a des joueurs qui sont arrivés avec un statut, avec un CV et je me demande si cette équipe de Nola, elle a peut-être pas trop de stars dans son équipe pour gérer autant d'ego. Parce que c'est quand même des joueurs qui ont des grosses sélections. Ed Philo, c'est un joueur qui a eu un énorme passé, notamment, à 15 et à 7 avec, les Samoa. Xavier Mignot, lui, pour l'instant, honnêtement, il fait ses matchs. Franchement, Xavier Mignot, il peut mieux faire, mais c'est pas forcément sur lui qu'on va jeter la pièce. Kylian Galtier, je comprends pas pourquoi il est pas aligné sur un match comme ça. C'est peut-être un choix du coach. Peut-être qu'il a besoin de souffler. Il avait enchaîné sur le match d'avant. Dorian Jones, je sais pas où il est. Énorme joueur qui apporte beaucoup de solutions, qui est capable surtout d'apporter de la fiabilité à cette équipe. Il joue pas depuis 3 matchs. Je sais pas où il est. Il y a plein de choses que je comprends pas trop dans cette équipe. Peut-être qu'il y a trop de stars et que c'est trop compliqué à gérer pour l'instant pour cet effectif. Mais je pense que quand elle aura trouvé le bon déclic, il y a quand même beaucoup de qualité. C'est ça le positif quand même aussi parce qu'on parle beaucoup de négatif, mais le positif, c'est qu'il y a quand même énormément de qualité. Il y a des joueurs qui ont gagné des titres, qui ont gagné des trophées, savent qu'ils sont pas à leur niveau encore aujourd'hui. Il va falloir se dépêcher quand même malgré tout de trouver le rythme. Je pense que là-dessus on sera d'accord. Est-ce qu'on tape un peu sur Danny Lee, Adri? Est-ce qu'on a envie un petit peu de tirer sur le coaching? C'est lui l'entraîneur principal évidemment, hein. On parle beaucoup depuis un an nous de Nicolas Godinhan évidemment parce qu'il est français, mais c'est un adjoint, hein. Enfin, il travaille avec les avants et d'ailleurs l'année dernière la mêlée de Nola elle était monstrueuse, hein. Il y avait que Et là Houston encore, sur ce qui match-là, elle pouvait. est très bonne, hein, Et la c'est mêlée, vrai, hein. elle est très bonne. Tu obtiens des pénalités grâce à ta mêlée. Euh, Est-ce que, comme Antoine, tu penses que le côté gestion d'effectifs est pas forcément bon? Je sais pas, honnêtement, je pourrais pas dire que c'est un problème de gestion d'effectifs. Au final, c'est ce qu'on dit, ça joue à des détails, quoi. C'est-à-dire que l'équipe est capable de bons comme de mauvais. Si finalement, à la fin du match, Luc Carty, après avoir mis une pénalité de 50 mètres, te trouve la touche, bah, tu ressors avec une victoire à l'extérieur contre New England et tu abordes le bloc qui arrive avec beaucoup plus de certitude. Après, moi, je sais pas exactement ce qui se passe au sein de Nola là-bas. Je ne peux pas te dire exactement comment se passe la gestion d'effectifs. En effet, il y a des joueurs, tu te demandes pourquoi ils jouent pas. Peut-être que le coach a ses raisons, ça faudrait qu'on en parle directement avec les personnes concernées. On posera la question. Mais au fond, c'est des détails et je pense que en effet, voilà, tu rates une touche à la 81e, bah, ouais, c'est des touches que tu dois pas rater en C'est fait symptomatique quand même. et bah, c'est assez symptomatique, ouais, mais est-ce que c'est la faute du coach si tu rates, si ton joueur qui te met une pénalité, de 50 mètres juste avant te rate une touche à la 80e? Joker. Parce que c'est Joker. pas de la faute du coach. Mmh. C'est Non. c'est compliqué de taper Non, sur le mais c'est coach peut-être quand de tu la as un faute du joueur coach qui si sur des grosses séquences, tu plus à mettre de rythme, tu plus à être dominateur, tu arrives à c'est peut-être pas forcément le Est-ce coach, que mais c'est peut-être au niveau de la cohésion, trouver, je sais pas, des leviers mentaux pour arriver à retrouver peut-être plus de confiance. J'ai l'impression que c'est un problème de confiance plus que de niveau dans cette équipe. C'est surtout ouais, ça. mais tu prends 3 cartons jaunes aussi dans le match. il Bien faut Tu prends sûr. parler de 3 cartons l'indiscipline, jaunes, c'est tu as 3 obligatoire. plaquages hauts. Voilà, tu prends 3 cartons jaunes, à la fin, là, tu rates une pénalité à la 80e. Derrière, tu as tes Tamaki qui te met un carton jaune parce qu'il se baisse pas sur un plaquage. Et les 3 cartons jaunes, en plus, je crois, c'est sur des plaquages hauts. Ouais. Donc forcément, ça aide pas, quoi. Si t'es pas discipliné, derrière, bah, tu perds les matchs. Ouais. Dernière question là-dessus.
Et après, bon, Antoine, tu nous dis si jamais, si jamais tu restes avec nous ou pas. Dernière question, on a dit le bloc. Là, tu vas accueillir Los Angeles, tu accueilles Chicago, tu vas à Anthem. Los Angeles a besoin de points, on le sait, on verra le Los Angeles-Seattle après. Chicago est déjà tranquillement leader de cette conférence. On verra aussi ce qu'ils ont fait contre DC. Est-ce que tu peux pas avoir la chance éventuellement que Chicago lâche le match, quand bien même c'est dans la même conférence? Adri. Non, moi, j'y crois absolument pas. Non, non, je pense pas que Chicago va lâcher le match. On a vu cette équipe qui, franchement, pour moi, c'est pas une équipe qui est capable de lâcher un match. C'est des morts de faim, Chicago. Euh, Puis on sait qu'en fait, en MLR, il y a trop peu de matchs pour te permettre de lâcher des matchs, à mon avis. Et en fait, non, tu peux pas lâcher de match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On sait qu'en plus, ça a pas une importance énorme sur les victoires jusqu'ici de jouer à la maison. Et si tu peux aller tabasser Nola à l'extérieur, je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Surtout quand tu vois l'état d'esprit qu'il y a à Chicago cette saison et même les saisons d'avant. C'est des mecs qui sont morts de faim et qui risquent absolument pas, à mon avis, de lâcher un match. Donc, et surtout s'appuyer là-dessus, ce serait une énorme erreur de la part de Nola de te dire, voilà, Chicago, ils vont arriver avec une béquille au pied. Non, non, ils vont arriver le couteau entre les dents, il va falloir tout donner. Très bien. Antoine. Surtout que c'est un gros déplacement. Chicago-Nola, c'est un très gros déplacement. Je crois ils vont venir plusieurs jours avant. Mais surtout, Chicago a jamais perdu à Nola. En deux déplacements, Tu fais bien de le je dire. regardais là, ils ont jamais perdu à Nola. Oui, ils ont gagné l'année dernière en barrage. C'est vrai que tu soulignes un truc très important. Ils étaient allés mettre 40 points en plus. Mais bien sûr, et c'est un stade où ils savent à chaque fois qu'il y a des coups à faire. Alors bien sûr, d'une année à l'autre, c'est jamais les mêmes équipes de MLR. On le voit, hein, les Free Jacks qui dominaient largement l'année dernière, c'est un peu plus compliqué. Il y a des dynamiques. Nola, on disait, ouais, le travail de Nola, ils sont quand même dans le bon chemin. Il y a des choses qui se passent en dehors du rugby, je parle. Mais Chicago, comme tu disais très bien, il y a très peu de matchs en MLR. Ils vont pas vouloir lâcher des points et surtout, ça va dépendre aussi bien sûr du match face à Los Angeles. Mais là, s'ils sentent qu'il y a quelque chose à les faire, tu te rends compte là, si Chicago il continue d'aller chercher des victoires à l'extérieur, le plein de confiance qu'ils vont avoir et après ils vont avoir une fin de saison où limite ils vont avoir trop de points d'avance. Non, il faut qu'ils aillent, eux, leur objectif c'est la première place et ils n'ont pas encore assez fait le trou pour pouvoir se dire on fait un peu tourner l'effectif. En plus, l'effectif ils l'ont. J'ai l'impression que Oui. sur les feuilles de match, il y a quelques Il est joueurs qui complet. tournent. Il est complet terrible. Et cette équipe-là, elle est calibrée pour arriver en demi-finale. Si cette équipe-là, elle ne fait pas demi-finale cette saison, c'est un échec. Demi-finale, tu considères quoi? C'est demi-finale de playoff ou tu parles finale de conf? Bah, c'est finale de conf pour Finale de arriver après conf. en Donc finale de. demi-finale du championnat. Ok, finale de conf. Exactement, ouais, Ouais. pour arriver après en grande finale. C'est minimum. C'est Ah, le tarif parce je que suis d'accord. cette équipe-là, sur ce qu'elle montre en tout cas depuis le début de la saison, sur sa confiance et surtout sur son rugby proposé, qu'il est déjà prêt son rugby. Honnêtement, ça a bossé cet été, ça a bossé énormément et ils ont un statut maintenant à assumer. Et c'est peut-être là finalement où c'est le plus dur pour Chicago parce qu'ils vont être encore plus attendus. Il y a beaucoup plus de vidéos pour analyser les touches, il y a beaucoup plus de vidéos pour analyser les lancements de jeu. Même nous, on le voit, c'est souvent les mêmes combinaisons. Mais tu as l'impression que c'est tellement récité, c'est tellement balbutié comme rugby que pour le moment, ça suffit pour faire des gros scores quand même en MLR. Bon, bah, c'est Ouais, très clair. mais The surtout, en Border est fait, d'accord avec pour toi, moi, hein, d'ailleurs. Chicago, c'est pas. Ouais, mais surtout pour moi, en fait, c'est pas que cette saison hein, que Chicago a travaillé, ni que cet été. On voit que c'est un travail qui dure depuis plusieurs saisons et que c'est un rugby qui est travaillé avec une véritable identité. On connaît l'identité de Chicago. On le verra sur le match d'après. Et en fait, c'est une équipe qui pilote devant, qui connaît son rugby, qui connaît son identité. Et pour moi, déjà la saison dernière, on avait été surpris quand ils étaient, enfin, de leur qualité en playoff. Et à mon avis, cette saison va vraiment falloir compter sur eux. Et moi, je les vois vraiment faire quelque chose à l'Est. Et pour moi, ouais, c'est les favoris pour aller même Et tu sens en Adrien, titre, hein. que cette équipe, finalement, en finale, elle s'est pas écroulée après la finale perdue l'année dernière. On les avait sentis abattus parce qu'on avait,
C'est vrai qu'on avait quand même souvent je sais pas si on avait tous donné Free Jacks gagnant l'année dernière. Rémi, je sais pas si tu te rappelles, s'il y a des gens qui avaient donné Chicago gagnant l'année dernière. Je sais pas, je sais Mais, plus. mais quand même, Non, on on avait misait tous pas. donné, Je crois on qu'on. avait tous donné les Free Jacks, Bah oui, mais pour moi, on misait pas ils sont énormément sur eux. sous-cotés. Ouais, on misait pas une grande pièce sur eux, un copec sur eux. Mais pourtant, ils étaient arrivés à chaque fois en finale. Ils étaient arrivés avec cette envie. Et en fait, tu as l'impression que finalement, cette finale, elle les a fait grandir. Tu as l'impression que cette finale, elle leur a donné OK, on est tombé vraiment à ça. On est tombé vraiment pas loin. Sur cette finale, la pièce aurait pu tourner. On aurait pu faire l'énorme surprise. On aurait pu battre tous Mhm. les pronostics. On aurait pu vraiment marquer l'histoire de notre club. On est passé à ça. Et de se dire comme souvent au rugby où c'est des cycles, tu vois, ça se régénère, c'est des cycles. Et après, des fois, tu as un peu de mal, des fois, à remettre un peu le bleu de chauffe et de se dire, tu es passé vraiment d'évacuer ça. Et tu as l'impression que finalement, ça leur a fait une force cette saison. Alors, il y a cet échec face à Utah, où franchement, bah, Utah a produit un match énorme et c'est vraiment la montée en puissance de Utah, ce match-là. Mais à part ce match-là, honnêtement, et en plus, ils perdent face à Utah, mais ils font pas un mauvais match, à part défensivement où il y a quelque chose à faire. Honnêtement, à part ce match-là, franchement, c'est vraiment beau à avoir joué et leur rugby, il est prêt, il a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. Ils ont gardé quasiment la même ossature. Les joueurs, ils sont là. Cette équipe-là, elle est rodée pour cette saison. Après, on verra l'année prochaine, c'est encore très très loin, mais cette équipe, elle est rodée pour aller très très loin cette saison. Bah, ce que tu dis est très intéressant parce que Nate Oxberger, donc l'un des cadres de cette équipe de Chicago qu'on a eu Mais il l'a en dit, entretien, nous l'a dit. il l'a dit. Il a dit pour nous, on voulait aller au bout et cette défaite en finale de conf, elle nous a fait mal au sens où ils auraient pu l'emporter. Ils sont convaincus qu'ils auraient pu l'emporter et c'est vrai que ce match contre New England, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de la MLR, il y a tous les résumés de match. Vous pouvez aller remonter jusqu'à la fin de saison Et t'as dernière. vu la revanche qu'ils leur mettent en début de saison, Et surtout, 36 à c'est 7. ça, c'est qu'ils se sont appuyés, je pense, sur cette finale de conf pour le match de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines. Ils ont cartonné New England, ils leur mettent 35 points, ils prennent qu'un essai, ils leur mettent 35-7, un truc comme ça. Chicago, bah, 36-7, ouais. 36-7, c'est pareil. Pour moi, de toute façon, je l'ai dit dès le début de la saison, Chicago, c'est la finaliste à l'Est. Hein, pour moi, ils sont arrivés à terme. On parle d'une équipe qui est à sa 3e saison, hein, d'ailleurs, au passage. Alors, Chicago, c'est 2 victoires, je crois, seulement il y a 2 ans, dont celle à Utah qui prive Utah des playoffs. Antoine, on l'avait commenté ensemble ce match, de ce Utah-Chicago. Et l'année dernière, donc la finale de conf, déjà en ayant battu Nola. Bon, je pensais dans mon esprit faire Miami-Utah, mais comme on a parlé de Chicago, je pense qu'il est temps de regarder Chicago. Est-ce que tu restes avec nous, Antoine, ou est-ce que tu dois partir? Je fais 5 minutes Chicago avec vous, les gars, parce que j'aime beaucoup cette équipe. Eh ben, c'est Et, parti. et voilà. C'est parti. Donc Chicago, Old Glory. Donc ce match qui va commencer à l'avantage de Chicago, qui va prendre les points comme souvent au pied avec Ilsenbeck, bien sûr, l'ancien Biarro notamment. Mais le premier essai, bien, il est inscrit par Old Glory avec Perry Humphries. C'est l'un des hommes de cette journée, puisque vous le verrez évidemment. Perry Humphries, on le reverra un paquet de fois. 5-3 pour Old Glory après un quart d'heure, et ça va tenir quelques minutes, mais parce que ce début de match, il est totalement à l'avantage de Chicago. Vous le voyez, on met les points au pied quand on peut. Il y a véritablement une grosse domination de Chicago. Là, c'est un essai de pénalité, ce ralenti. Et je vais mettre pause 30 secondes parce que vous voyez le score. Il y a 20-5 à la 35e. Chicago vient d'être réduit à 14. Old Glory est sur la fin de son infériorité numérique. À la 30e minute, donc juste après cet essai de pénalité de Chicago qui porte le score à 20-5, l'occupation en faveur de Chicago est à 96-4. Au bout de 30 minutes, en 30 minutes de jeu. Et en 4%, c'est la machine à laver. En 4%, Old Glory a mis un essai. Non, mais les mecs sont dans la machine à laver, elle tourne, elle s'arrête jamais. Ils ne voient, les gars, ils ont rien, ils arrivent à marquer un essai. Ils arrivent à marquer un essai et surtout ils prennent que 20 points et 2 essais. La stat est folle. Et la deuxième stat que j'ai à ce moment-là du match, c'est Barça, Iniesta, Xavi, Busquets, les mecs en face. C'est exactement ça. Et ça tourne à la balle, ça s'arrête jamais. On est à 0 pénalité contre Chicago. 11 contre 10. C'est terrible sur ce match. Pour une fois, ah oui. On parle des défenses. Là, sur ce match, ça s'est tabassé la gueule. Sur une belle pelouse. La pelouse, elle a morflé sa race. Sur les gros plans, sur la fin de match, il y avait plus grand chose de vert. Donc voilà, donc 30e minute, 96-4 d'occupation, 11 pénalités contre DC, 0 contre Chicago. Donc autant vous dire que
c'est pas normal qu'il y ait 20 à 5. Donc on va reprendre le fil de cette partie pour voir que Old Glory, quand ils ont le ballon, ils sont hyper efficaces. On retrouve encore Perry Humphries qui va décaler notre ami Axel Muller, qui est toujours là, malgré ce que j'ai pu dire. Et c'est qui est refusé. Alors, pour cette charge, en l'occurrence, de la part de Bavaro, je la trouve un poil sévère personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça reste à 20 à 5 à la mi-temps. Ultra sévère. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Et je trouve que Old Glory n'a pas eu de chance au niveau de Ah, il l'arbitrage. y a essai. Là, il y a essai. Oui, je suis d'accord. Pour moi, il y a essai aussi. 23-5, 23-12, 23-19. J'ai pas mis le deuxième essai de Corey Daniel puisque c'est un essai bien dégueulasse, bien en force à la Corey Daniel. De toute façon, 27 plaquages, Corey Daniel. Vous voyez, 64e minute, Chicago qui est... Old Glory est totalement revenu dans le match, alors qu'il y avait 20 à 5, même 23-5. Vous avez vu la pénalité de Lilzenbeck. C'est en puissance que Mac Jones, qui avait déjà inscrit le premier essai de Chicago, va remettre les Hounds à l'abri. Sauf que, chez Old Glory, ils sont chauds sur ce match-là. Et encore une fois, 73e, Axel Muller qui va décaler Corey Daniel pour Perry Humphries, le triplé de Perry Humphries, incroyable. On voit encore, c'est impeccablement exécuté. Le 2 contre 1, le même 3 contre 1, parfaitement exécuté. Un essai qui est transformé, 30 à 26. Et regardez, 81e, dernière action, comme New England d'ici. Non. Voilà, par contre, faut pas déconner. Mais ils ont eu chaud. Gros en avant, et ils ont eu très chaud. On est d'accord. Cette équipe de Chicago, si elle perd ce match, et on le voit au soulagement à la fin, c'est presque normal. Moi, j'ai envie de dire, on en a parlé à Chicago, j'ai envie de dire que c'est le plus mauvais match. C'est le plus mauvais match de Chicago depuis le début de saison. Ouais, mais ils le gagnent. La pièce, elle tourne du bon côté. C'est que, le plus mauvais, ils font une mi-temps la première mi-temps, elle est exceptionnelle. T'as le vent dans le dos. Peut-être que t'as vent dans le dos. Oui, ça explique pas tout. C'est ça qui est fou. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à bien jouer. Ils l'utilisent super bien. Alors peut-être qu'il leur manque, on va dire, un essai pour vraiment tuer le match, être à l'abri et tout. Mais la deuxième mi-temps, elle tourne parce que, du coup, les Old Glory a le vent aussi. Mais cette équipe-là, tu sens que elle est habitée, elle est en mission et que sur cette dernière séquence, je pense qu'ils pouvaient insister, les joueurs de Old Glory. Ils auraient pas passé, ils auraient pas réussi à, tu vois, le fameux essai, tu as l'impression qu'ils viennent mourir à côté, tout proche. Alors que Finalement, dans le l'autre gap, en sens, fait, Nola le prend. exactement, voilà. Et là, tu as l'impression que cette équipe-là, même en faisant pas un match complet abouti, ils ont ce petit truc de cette année, ils ont le truc, tu vois. Ce match-là, ils doivent pas forcément le gagner sur l'ensemble du match, mais bon. Enfin, si, ils doivent le gagner parce qu'ils ont ce petit Ils sont truc. Et au-dessus. par contre, on parle de Chicago, mais Old Glory, cette deuxième mi-temps peut leur faire énormément de bien. De montrer que quasiment pendant une mi-temps complète, et même sur la première mi-temps où ils arrivent à subir défensivement comme pas possible, je te dis, ils ont la tête, la machine à laver. Et finalement, à être dans le match, à être au contact et d'avoir cette force mentale à la mi-temps de switcher, de se dire il y a 0-0, on repart, et de gagner la deuxième mi-temps face à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en MLR. S'ils arrivent à construire dessus, attention sur cette fin de MLR. Sur sa deuxième partie, on va commencer à arriver déjà dans la deuxième partie de saison. Oui, déjà, ouais. Ça peut être intéressant parce qu'honnêtement, ils m'ont bluffé et ils ont joué. Putain, ils ont joué. Ils ont pas été petits bras en deuxième mi-temps. Ils ont envoyé du jeu. Ils ont joué, quoi. Old Glory, ça joue depuis le début de la saison. The Border qui dit pour une fois qu'on avait une pelouse rugby. C'est vrai qu'on a une vraie pelouse rugby pour le coup. Elle a pas fait long feu, quoi. Non, elle a pas fait long feu. Adri, un petit mot toi justement sur la perf de Chicago ou sur la perf d'Old Glory? Ouais, mais sur les deux, en vrai, moi j'ai exactement la même analyse qu'Antoine sur le match. Et je trouve qu'en fait, même Chris Hilzenbeck, il apporte énormément de Oh là là. sérénité à cette équipe de Chicago, notamment à la main et dans la gestion du jeu. Et tu le disais tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est rare de voir une équipe qui prend des points au pied. Et depuis le début de saison, on voit que Chicago, justement, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant MLR, c'est une équipe qui est Construit ultra son sereine match. dans la gestion. Quand il faut prendre les points au pied, ils les prennent. Bon, après, là, quand même, comme tu le disais, à la 35e, tu as 11 pénalités concédées. Donc, si tu prends pas les points au pied quand tu es face au poteau, c'est quand même une connerie. Mais bon, c'est des trucs qu'on voyait pas forcément avant. Donc quand même, c'est important de le souligner. Et en vrai, dans la gestion du tempo et dans tout, c'est une équipe que je trouve ultra sereine et sûre de ses bases. On disait que devant, voilà,
tu avais une maîtrise de tous les fondamentaux. Bah, aujourd'hui, derrière, tu as aussi beaucoup plus de sérénité, je trouve. Et quand même, Grissi Elzenbeck, voilà, c'est un mec qui a fait 10 ans à Colomiers, qui est passé par Biarritz, etc. Van aussi. Et tu sens que son expérience, voilà, à 33 ans, est ultra importante pour cette équipe de Chicago. Et comme tu le disais, c'est vrai que peut-être le plus mauvais match de Chicago, enfin notamment en seconde période, mais surtout, sûrement pour moi, la meilleure deuxième mi-temps, enfin All Glory, c'est 40 minutes, c'est les meilleures 40 minutes qu'ils ont depuis le début de saison. Et bon, ça te permet pas de gagner, quoi. Donc ouais, après, All Glory, il faut qu'ils s'appuient là-dessus. Mais Chicago, pour moi, c'est ultra serein. Tu les as pas sentis paniquer à la fin. Et je pense que voilà, il va vraiment falloir compter sur eux, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match, ce très très gros, ce très très chaud Chicago d'ici. J'ai eu l'occasion de regarder. Mais ouais, le match C'était était plutôt, magnifique, hein, franchement. c'était plutôt sympa. Enfin, c'était assez sympa en termes d'intensité, tu l'as dit. Je suis un peu chafouin pour cette décision là sur cet essai refusé à Müller juste avant la mi-temps, parce que très clairement, D'accord. ça aurait changé pas mal de choses, hein, parce que tu Ouais. tournes à 20 à 10 ou 20 à 12, c'est pas la même. Alors peut-être que Chicago aurait pris plus de pénalités au point, au pied, et peut-être que Ilsenbeck aurait enquillé plus. Mais voilà, il y a cette décision qui est lourde de conséquences malgré tout. Et ça fait donc une nouvelle victoire pour Chicago. Donc le score, si je dis pas de bêtises, ça fait 30 à 26. 30-26. Voilà, double bonus pour DC, hein, bonus offensif et défensif. Ouais. Et du coup, pas de bonus Ils supplémentaire mettent d'ailleurs pour plus Chicago. d'essais que, ils mettent Oui, d'ailleurs plus 4 d'essais essais que à 3. Chicago sur le match, hein. Je crois que Chicago ne prend pas c'est à le 3, ouais. bonus, ouais. Le Chicago ne prend pas le bonus, c'est la Exactement. première fois qu'ils gagnent sans prendre. Non, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, puisqu'ils avaient gagné avec 4 points à Houston aussi. Donc voilà, je me tais. The Border qui nous dit rugby plus à l'européenne, c'est pour ça qu'on apprécie avec des joueurs qui ont joué des gros matchs sur des championnats sérieux. C'est ça, c'est que, comme tu disais, Adri, on est complètement dans l'évolution en fait, l'évolution du niveau d'un championnat qui avant était plus dans la folie, dans le manque de plaquage, dans le jeu à outrance. Là, il y a un petit peu plus de gestion qui est en train d'arriver. Oui, Adrien, non, tu veux pas répondre? Ouais, bah non, mais excuse-moi, j'avais pas compris. Ouais, non, je suis totalement d'accord. En effet, c'est exactement ce que j'ai dit sur le match. Donc, ouais, pas forcément besoin de rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que oui, oui, beaucoup plus de gestion et une équipe de Chicago, moi, que je trouve, en effet, voilà, extrêmement sûre de son rugby, sûre de ses bases et avec beaucoup plus de maturité que l'année dernière. Et comme disait Antoine sur le match, enfin, quand on en parlait avant, on sent que la finale perdue de l'année dernière leur a fait du bien et que les mecs ont bossé cet été et qu'il va falloir compter sur eux cette année. Et moi, je les vois aller au bout, hein. Enfin, au moins en finale. Et ce serait, ouais, en effet, une grosse déception s'ils vont pas au bout. On est d'accord, on est d'accord. 30 à 26 et donc Los Angeles qui eh bien, est toujours très serein. Los Angeles qui ne jouera pas ce week-end d'ailleurs et qui va donc pouvoir tranquillement regarder les copains jouer devant la télé. Ils ont bien mérité 4 victoires, une défaite. Voilà, c'est un très très bon début de saison de la part des chiens qui vont pouvoir bien regarder cette 6e semaine tranquillement. Il nous reste 2 matchs à regarder. C'est bien parce qu'on peut prendre notre temps sur tous les matchs. Quand il y en a comme ça, moins que d'habitude, je dis ça, il y en a un de moins. Mais bon, il y a eu beaucoup de choses à dire cette semaine. Ah, mais Antoine ça Mazer, change tout, Rémi. est-ce que tu es avec nous pour la fin ou pas? Je vais devoir vous laisser, les amis. Voilà, je m'en doutais, je savais, je te voyais regarder là sur Allez, les gars. regarder sa montre Non, et c'était un tout. plaisir. C'était Mais non, toujours un mais plaisir, les gars, avec vous. Alors, c'était très cool de t'avoir pour ces 2 premiers matchs. Adrien, on va rester en tête à tête du coup, parce que toi tu restes jusqu'au bout. T'es pas un tu me lâcheur. manques déjà, Antoine. On est À donc. bientôt, les copains. Profitez bien. Et puis, vous allez arriver sur la meilleure équipe pour l'instant de MLR, Utah, dans pas longtemps. Donc, pensez bien à observer un petit Ouais, ailier, toujours aussi fort, toujours aussi rapide, toujours aussi beau. Nick Ben. C'est le numéro 11, c'est Joe Man. meilleure équipe. Je sais pas, attention à ça, quand même, mais bon. On va regarder évidemment cette équipe de Utah. On va d'abord regarder le Los Angeles Seattle, parce que tu t'en vas, je suis déçu. Regardez, il vient de disparaître déjà. Il a tout Mais foutu je en l'air. suis encore là. Mais il est encore là, ici la voix. Je suis là. Il a foutu en l'air tout mon setup là sur les Je trucs. Je suis vais toujours là. rapidement remettre ça en place.
pour que, mon cher Adri, tu puisses encore apparaître Vous ne me voyez plus, à l'écran. Non, on ne te voit plus, en effet. Ah, j'étais mais je en suis zoom, toujours là. là. Ah, le mec est en train de. Il est content, il parle. Et puis salut le pareil, chat, qui- hein, parce Eh. que c'est vrai qu'on n'a pas salué le chat. Ah, oui, Et tu The as, Bordure, on le remercie. tu as bien raison. Il doit jouer au rugby, The Bordure, peut-être, parce il connaît bien Eh, le rugby. Peut-être faire du vélo aussi, on sait pas, The Bordure. Et c'est possible. Ouais, c'est peut-être un numéro 9, hein, The Bordure, tu sais, peut-être qu'il fait les bordures, hein. Ah, toi, t'as trop travaillé avec Julien Thomas, toi. Indéniablement. Ah bah oui. Et Pépito, Pépita. Exactement. Exactement. Julien Thomas qu'on embrasse, bien évidemment. Voilà, vous avez vu ma Qui tête nous regarde pendant. d'ailleurs, hein. Qui nous regarde, hein. J'en suis sûr. Il adore la MLR, ce bon vieux Juju. On l'embrasse, bien évidemment. Allez, on va passer sur ce Los Angeles Salut les Seattle. gars. Bisous mon Antoine et mon Adri, on va tranquillement se tourner donc vers la côte ouest. Allez. Los Angeles, Seattle, ça a été un match complètement fou. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Déjà, Los Angeles prend un jaune dès la première minute pour bien commencer le match. Du coup, Seattle est dominateur, bien évidemment. Et récompensé à la 13e avec l'essai de Duncan Matthews. Et malgré tout, eh bien Los Angeles a cette envie de jouer. Ça relance du parking. Regarde cette relance de mix qui va trouver Andrew Coe, l'international canadien. Coe qui va résister à deux joueurs, qui trouve mix, les petits raffus et tout. Ça remonte très très bien le ballon du côté de Los Angeles, on le voit. Et c'est un match où en fait ça a été ça tout le match, vraiment. Ça a été le n'importe quoi jusqu'au bout. Vous voyez, ça va s'arrêter avec pénalité. Ça va être joué rapidement par Van Vogt qui va trouver Bertranou. Là, il trouve pas Bertranou, pardon. Bertranou, il est là et il en avant, évidemment. Et non, c'était une feinte, il n'y avait pas essai. 17-7, très rapidement pour Seattle. Ça se répond globalement. Jason Dan d'un côté, Hatting de l'autre. Mais voilà, il y a un des essais, l'un des plus beaux essais de la semaine avec cette remontée de balle de Van Vogt qui va trouver Bertranou. Là aussi, il y a un très très bel essai, cette passe magnifique d'Ivan Rousseau pour Malakai Esdale qui va retrouver d'Ivan Rousseau à l'intérieur. Je vous remets la fin. Passe laser de d'Ivan Rousseau. C'est dommage, on n'a pas le ralenti de la passe. Mais Los Angeles qui va réagir 24-14, Ouais, mais tout le jeu. Pardon, t'as dit. le offload est magnifique. Le offload Le aussi. offload de Rousseau est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire sur cette action. Là aussi, pareil, cette remontée de balle. Andrew Coe qui vient conclure. 24-21 et même 28-24 pour Los Angeles qui va faire la différence en toute fin de match. Vous l'avez vu, 72e, cet essai en force de Declan Linney. Et puis derrière, 74e dans la foulée, c'est Ben Houston qui va permettre à Los Angeles de terminer le travail. 35-24. Seattle, donc, pour l'instant, n'a pas le moindre point. Va aller chercher quand même le double bonus avec encore une sautée de d'Ivan Rousseau qui va chercher Esdale, encore lui. C'est lui qui avait marqué l'essai de la victoire en toute fin de match contre New England. Là, cette fois, il se contente d'inscrire l'essai du double bonus défensif et offensif. Mais succès donc de Los Angeles. C'est le premier de la saison. Il fait du bien, Adri, indéniablement, ce succès, parce que le début de saison, certes, il était compliqué, certes, ça se jouait pas forcément à grand-chose, mais tu avais 0 victoire. Ouais, mais en effet, succès pour moi importantissime pour Los Angeles. Après, on le sait, voilà, c'est une équipe où il y a eu beaucoup de changements. T'as beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière et qui est en construction. C'est un succès qui est bien construit pour moi avec une équipe voilà, plutôt sereine, qui a bien géré son match. Après, c'était quand même un énorme bordel, ce match. Ça court de partout, c'est de l'attaque-défense, et ça, c'est vraiment la MLR, quoi. C'est la MLR qu'on aime, celle où ça va dans tous les sens. Et tu as une équipe de Los Angeles, finalement, qui commence à trouver voilà, ses marques avec des leaders qui répondent présents. Et, euh, et voilà, ouais, moi je trouve ça intéressant en fait ce match de LA. Mais surtout, ce qui m'interpelle, c'est le début de saison de Seattle qui l'année dernière a fait un match, enfin a fait une saison, mais quand même assez monumentale où ils ont quasiment perdu aucun match sur l'année. Et je les trouve quand même assez inquiétants sur ce début de saison, Seattle. Je sais Seattle pas ce que plus t'en penses, mais inquiétant, ouais. Alors déjà, par rapport à la saison dernière, c'est vraiment le jour et la nuit, ça, je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'il t'inquiète plus que Los Angeles ou pas? ouais, largement. Ouais, parce qu'en fait, Los Angeles, on le sait, c'était une équipe
qui allait mettre du temps à démarrer, je pense, cette saison. Tu as des renforts de poids et tu as une équipe avec beaucoup de talent. Mais Seattle, ça n'a pas tant bougé que ça. Donc tu vas perdre du coup contre Los Angeles. Tu gagnes de quelques points contre New England. Bon, après, tu as des matchs compliqués quand même. Ouais, Tu as eu ouais. des matchs quand même très compliqués. Bah, t'as joué New England, Tu vas jouer à San t'as Diego. joué à San Diego, exactement. Ah, voilà. Voilà, tu vas jouer à San Diego, tu vas jouer à Houston. Là, tu perds à l'extérieur encore contre Los Angeles. Donc voilà, à remettre en cause quand même du coup au niveau des adversaires. Mais je trouve que cette équipe de Seattle, moi, enfin, je la trouve pas extrêmement sereine cette saison. Après, c'est des petites défaites, hein. C'est des petites défaites. Je regarde là, défaite de 6 points, défaite de 3 points contre. Enfin, victoire de 3 points contre les Free Jacks, défaite de 3 points contre Houston. Bon, à part le match à San Diego, mais San Diego, il roule sur tout le monde cette saison. Donc voilà, à remettre en cause. Mais je trouve que cette équipe de Seattle, quand même, va falloir qu'ils se ressaisissent assez vite s'ils veulent pas finir dans les choux à la fin de saison, quoi. Ouais, est-ce que Seattle ne serait pas finalement l'équipe qui va, qui va se retrouver du mauvais côté de la balance à l'ouest, hein, parce que voilà, il y a 5 équipes, hein, et les 4 premiers vont au Ah, mais playoff, donc l'Ouest, c'est terrible hein, cette année, je trouve. et l'ouest est encore plus dense parce que bon bah c'est un peu la même chose du côté de l'est puisqu'on enlève Anthem, je le disais tout à l'heure. Mais bon, au moins, t'as moins de densité. C'est vrai que c'est ça qui est fou. Et là où Utah paraissait un peu en dessous, finalement est dans le match. Et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas à voir Los Angeles et Seattle pour l'instant oscillant entre la quatrième et la cinquième place de ce match. Je sais pas pourquoi je vous ai enlevé les images du Los Angeles-Seattle que j'avais remises pendant que tu parlais. Pendant ce temps-là, il y a The Border qui pose la question, les règles concernant le nombre de joueurs non américains. Il faudra que je vérifie, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs étrangers non américains. Il y en a peut-être qui sont en train de mettre en place quelque chose de supplémentaire. Je revérifierai The Border. Je répondrai la semaine prochaine parce que pour moi, il n'y a pas de, Pas à vérifier, mais pour pour moi, moi, il il y n'y a en a pas de quota, absolument hein. pas, hein. Pour moi, il y en a pas, hein. Il y a trop de Ah, ça Sudaf, m'étonnerait. d'Australiens, etc. pour qu'il y ait un quota. Il y a des joueurs où il y a très peu Ça d'Américains, ne serait-ce m'étonnerait, ou alors que. les quotas sont ultra faibles s'il y en a, quoi. Ouais, c'est ça. S'il y en a, ils veulent pas dire grand-chose. En plus, ou alors ça veut dire que Ah, le joueur, si au bout de, je sais pas, au bout de 3 ans ou s'il a fait son université aux États-Unis, il est considéré comme GIF. C'est pas le terme, mais vous avez compris le ouais, mot. oui, Je, bah, pour moi, il y on en a pas. s'arrange sur les gifs, quoi. Ouais. Non, pour moi, ouais, il y a rien Pour moi, il qui. n'y en a pas non plus. Non, non, je suis. Je C'est voulais comme le revenir Racing, quoi, on s'arrange sur les gifs. sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, parce que là, je suis en train de vous mettre la fin de match de ce LA Seattle, vous voyez, donc 35-29, le succès bonifié de LA. C'est que ce match il aurait pu totalement tourner. On est à la 73e minute, vous le voyez, il y a encore 28-24, hein, c'est très serré. 28-24 et ce ballon porté en faveur de Seattle qui va réagir après avoir donc concédé ce quatrième essai de Los Angeles. Ce ballon porté qui avance, déjà sur l'action précédente, ils avaient avancé d'une vingtaine de mètres, ils avaient récupéré une pénalité. Le ballon va s'arrêter juste avant et regardez Gallagher, le demi de mêlée, il demande le ballon, il regarde, il râle et puis le ballon il est éjecté. Et c'est récupéré par LA qui va pouvoir repartir en contre avec Androuko qui va aller le plus loin possible. Et dans la foulée, parce que vous voyez, ça s'arrête à 73, et dans la foulée, il va y avoir l'essai de Los Angeles, et donc l'essai qui assure la victoire au rugby FC LA. Comme quoi, ça tient à pas grand chose. J'ai envie de dire demi-mêlée remplaçant, c'est Après, un peu une petite erreur là quand même de la part de Gallagher. il dort, hein. Il dort. Il dort totalement. Bon, Gallagher, attends. Il demande la balle, il l'attend. Sauf qu'il y a un moment où tu dois jamais lâcher le ballon des yeux quand tu es numéro 9. Enfin, t'as pas le droit de dormir comme ça quand tu es sur la ligne. Je sais pas à quoi il pense, mais honnêtement, tu peux pas oublier le ballon, te prendre un petit pont, le truc qui sort, le Mais mec dort et il met quand même 2 secondes avant de se rendre compte que le ballon est sorti, le quoi. ballon est très loin quand il se tourne, hein. On est d'accord. Ah ouais, mais 2 secondes, le ballon est presque dans le camp adverse, quoi. Donc, enfin, c'est hallucinant de dormir comme ça.
Ouais, Je- c'est... Ok, t'es remplaçant, mais bon. Ouais, JP Smith, il est tranquille pour sa place, hein. Sa place de titulaire, je pense qu'elle est Ouais, je solide. pense qu'il doit pas être très inquiet. Non, non, je Ah, il doit pense pas être pas. très inquiet, JP Smith. On est sûr que le M de MLR, c'est pour Major. Peut-être que c'est pour Miro dans le cas de Gallagher, je sais pas. Mais Oui. en tout cas, Seattle Bon, ben, s'incline encore une fois. Mais avec ce double bonus, reste devant Los Angeles. On verra le classement évidemment tout à l'heure. Sans ce double bonus, ils auraient été derniers de la conférence. Voilà, c'est le Nakata du rugby, nous dit Matt Nock. Alors ça, quelques jours après un PSG-OM, toi supporter du PSG, mon Adri, forcément ça te parle, hein. Koji Nakata, pour ceux qui connaissent pas, qui avait un superbe centre dans le vide quand il jouait à Marseille. C'était un match à Saint-Etienne. Ouais, vous chercherez Koji Nakata Marseille, je pense que vous allez tomber que là-dessus parce qu'il n'a jamais rien fait d'autre. Rien d'autre avec l'OM. Allez, dernier match de cette 5e semaine. Mon Adri, t'es prêt parce que là aussi il y a eu plein de choses. Il y a eu pas mal de choses et on va s'arrêter sur de l'arbitrage encore. J'ai réussi à sortir sur chaque match quasiment un petit truc et ça c'est bien. C'est qu'il y a vraiment des choses à dire sur cette MLR. J'attends la fin de la coupure pub pour lancer ça. Voilà qui est fait. Le petit Miami-Utah. Alors ça c'est le match qui était hyper intéressant, auquel on s'attendait pas forcément en début de saison. Ça a très bien commencé avec ce petit retour intérieur de Spencer Jones après la percée qui va trouver Zion Going. Vous avez aimé ce scénario? Eh bien, il y a le numéro 2, 3 minutes après, Hodgson pour Spencer Jones. Il casse un plaquage, le petit offload pour Zion Going. C'est le même essai. Vraiment une vache près, c'est la même chose. Ça fait 2 essais très rapidement pour Utah. Miami va finir par entrer dans son match à la 25e, hein, vous le voyez, 25e minute, hein, c'est très très tardif, et à force de pilonner va réussir à marquer. C'est My Hill qui va inscrire cet essai, vous le voyez là-dessus. Et alors j'ai mis le ralenti parce que est-ce que vraiment il contrôle le ballon jusqu'au bout? Je suis pas sûr, hein. Pour moi, on en a vu des refusés pour moins que ça. Mais bon, Ah, premier moi, je essai. l'aurais pas accepté. Mais... Bah pour moi, il n'y a pas essai, hein. Ah, si, il y a essai. Si, il y a essai. Si pour toi, il y a essai. Ok, donc il y a essai, très bien. Ouais, il y a essai. Il y a essai donc. Pour Utah, ça va très bien, hein. Jordan Traynor, vous voyez, servi par Jomano qui va inscrire le 3e essai. Et puis, eh bien, en deuxième période, regardez, on est à la 66e minute de jeu. Miami va mettre son 2e essai. Utah est à 13, a pris 2 cartons jaunes quasiment coup sur coup et va donc subir les assauts, les nombreux assauts pendant quasiment 20 minutes. On va passer le match dans le camp de Utah si c'est pas dans leur 22. Donc ils vont encaisser 2 essais. 24-19, Miami est de retour dans le match grâce à cet essai, notamment de Beckerman. Mais Utah va trouver la solution avec cette percée magnifique d'Hodgson qui trouve Jordan Traynor. Et hop, le doublé de Traynor qui résiste au dernier défenseur. Il va même y avoir un petit dernier essai en toute fin de match, celui de Nick Ben. L'autre ailier, on a parlé de Jomano, il n'a pas marqué cette fois encore. Nick Ben qui va inscrire le dernier essai, 36-19 donc pour Utah. Impressionnant encore une fois, qui n'est même plus surprenant en fait, j'ai envie de te dire, Adri, parce que quand ils ont collé 50 points à Chicago, on se disait ok, c'est fou, ils avaient enchaîné contre Nola, enfin ils avaient mis 45 points à Chicago, ils en mettent 55 contre Nola, ok, ils ont été battus par Houston, c'était pas scandaleux, ils font pas un mauvais match. On n'est pas surpris de cette victoire à Miami, mais ça commence à devenir très très sérieux. Oh, très très sérieux, Utah. On avait été déçus la saison dernière. Je pense qu'ils nous ont entendus et Bien sûr. clairement, ils sont revenus avec d'autres intentions, hein. Mais surtout, Miami, quoi. Je trouve qu'il y a eu un manque d'investissement, moi, de Miami sur ce match. Je les ai vraiment pas trouvés sérieux en défense, mais même pas du tout sérieux. Tu sens que les mecs avaient pas trop envie, je trouve, moi, de mettre l'épaule. Après, voilà, c'est la MLR. On sait que la défense, c'est pas le fort. Mais non, Miami, franchement, ils n'avaient pas envie de plaquer quoi, sur le match. Et Utah, ouais, en revanche, ça commence à être quand même très très solide. 36-19, 5 essais, encore un bonus. Mais ouais, ouais, non, cette équipe de Miami, quand même, moi, que j'ai trouvé assez faible sur le match. Après, voilà, hein, Utah, cette saison, comme tu le dis, va falloir compter sur eux. Moi, je trouve qu'à l'ouest, ça va être quand même très compliqué, je pense, de départager
les 3-4 premières équipes, quoi. Et ça va être compliqué. On rappelle que San Diego ne jouait pas ce week-end, a eu le temps de se reposer. Tu parles de Miami, c'est très intéressant parce que je suis allé regarder les statistiques. Le nombre de pénalités, il y en a 4 contre Miami, il y en a 13 contre Utah. Donc tu as indéniablement, au niveau de l'indiscipline, été au-dessus. C'est anormal que tu perdes un match à domicile quand ton adversaire a 13 pénalités et toi seulement 4. L'occupation, 60-40 en faveur de Miami. Et quand je vous disais qu'au moment où ils prennent le deuxième essai, Utah, ils sont à 13 et qu'on a passé 20 minutes dans leur camp, ce sont vraiment 20 minutes où ça va d'un côté à l'autre, etc., du côté de Miami, et il y a toujours un joueur poussé en touche, un en avant au dernier moment, une mauvaise dernière passe, etc., etc. Offensivement, ça a été une vraie débâcle pour Miami. Tu dois marquer beaucoup plus tôt, ce que tu ne fais pas. Et du coup, forcément, tu remets ton adversaire en confiance, qui marque sur la fin, sur quasiment ses 2 seules actions. Miami, ça commence à faire beaucoup de défaites à domicile aussi. Ouais, mais c'est un problème je trouve, comme je t'ai dit, moi, je trouve que c'est un problème d'implication, quoi. C'est des derniers gestes ratés, tu te fais pousser en touche, comme tu dis. En défense, je trouve que tu as un manque de concentration, mais en attaque aussi. Et honnêtement, si tu mets pas plus d'implication dans tes matchs, tu risques pas de les gagner. Après, attention, cette équipe de Miami, elle est loin d'être ridicule en ce début de saison. Et on savait, on l'avait dit avec Pierrot aussi, Pierre Amiche, qu'il fallait compter sur eux cette saison. Bon, là, tu perds à domicile contre Utah, c'est pas très grave. Mais, euh, mais il faudrait voir parce que j'ai pas regardé quel est leur calendrier. Mais, euh, mais cette équipe de Utah, moi, je la trouve très sereine. Et leur calendrier, en fait, à Miami, il me semblait avoir vu, et je l'avais dit tout à l'heure, que, euh, que ça allait être très compliqué par la suite parce que tu te déplaces à San Diego, derrière tu te déplaces à New England, puis tu reçois Houston. Donc c'est-à-dire que les 3 prochains matchs, Sur- attention, tu pas sûr de les gagner, quoi. Puis Non. ensuite, tu te déplaces à DC et honnêtement, j'ai peur que la chute, soit assez terrible là sur les 3 prochains matchs pour Miami. Miami qui, il y a 2 semaines, après la semaine 3, était leader à l'Est. Hein. Alors, oui, t'as joué plus que tout le monde, hein, évidemment, ça compte. Mais Ouais. un Miami qui avait quand même, malgré tout, malgré cette défaite à la con contre DC, avait enchaîné derrière, avait battu Nola plutôt solidement, avait enchaîné à Anthem en se faisant peur mais en gagnant. C'est vrai que là, ça commence à être un peu inquiétant parce que tu as joué beaucoup de matchs à domicile et les résultats, ils sont pas tant Et là, là. là, les 3 prochains matchs, ils sont quand même terribles, hein. Ah bah déjà, si t'en gagnes un, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas si je suis pessimiste. Bah, c'est déjà même très très bien, hein, parce que là, ils sont quoi? Ils sont quatrième, ils ont 11 points. Je pense que Nola va à la fin des 3 blocs, on le disait tout à l'heure, je pense, à la fin du bloc de 3 là, je vois pas comment Miami reste devant Nola, hein. Ça me Sauf paraît, si Nola s'écroule complètement, quoi. ça paraît compliqué. Je suis d'accord. Après, voilà, Nola peut aussi s'écrouler. Je vous mets rapidement les résultats. Ouais, Du coup, une seule victoire à l'extérieur cette fois en 4 matchs, c'est peu. Hein, c'est rare. 36-19 pour Utah. Ce succès de New England contre Nola 35-31. Celui de Chicago 30-26 contre Old Glory. Et donc Los Angeles contre Seattle 35-29. Des matchs très serrés. Hein. Au final, hormis celui entre Miami et Utah. Et encore, finalement, dans le cœur de la deuxième période, t'as Miami qui revient à 5 longueurs. On a eu des matchs vraiment très serrés. C'est dire le niveau de densité. Quand il n'y a pas Anthem, en gros, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce qu'on peut dire. On va j'ai regarder. d'ailleurs été catastrophique au Paris cette fois. 2 sur 4. 2 sur 4. T'as fait 2 sur 4. Tu restes sur un 5 sur Ah, 5, c'est je te pas ouf. rappelle. Tu restais sur un 5 sur 5. Ouais. Celle-là, elle n'était pas Ah, mais facile. Hein. j'ai mis les standards plus haut, du coup, tu vois. Ah oui, après, les gens s'attendaient à mieux de ta part. Ça, je n'en doute pas. Eh oui, voilà. Ouais, je comprends. Le classement, on va commencer par la conférence Ouest avec San Diego, évidemment, qui est toujours en tête avec ses 4 victoires en 4 matchs. Utah repasse devant Houston au goal average. Et pour l'instant, tranquillement, deuxième et troisième, les deux équipes. Ensuite, derrière, Seattle est toujours quatrième. Je le disais tout à l'heure, grâce à leur double bonus à la toute fin. Ils restent devant Los Angeles qui compte 8 points avec cette première victoire bonifiée, victoire qui leur fait évidemment beaucoup de bien. Bon, ça déjà, c'est quand même il y a quand même déjà des petites différences. Et puis ensuite, il y a le bordel
le bordel de la conférence Est avec donc Chicago 19 points sur 25 possibles qui est tranquille et qui va, je le disais ce week-end, regardez ça, une main dans le calbut, les pieds sur la table avec une petite bière pour regarder ces matchs-là. Ensuite, c'est voilà, Oui, c'est le bordel. 12 points pour Old Glory, 11 pour New England et Miami, 8 pour Nola. On enlève évidemment Anthem. On a l'impression qu'on a 4 équipes pour 3 places. Parce que ça ressemble à ça tout simplement. Ah non, mais franchement, cette conférence Est, ce que je l'ai dit, à part Chicago qui vraiment convainc énormément depuis le début de saison, elle reste quand même très ouverte. New England, c'est l'équipe, moi, qui me déçoit le plus de ce début de saison. Bon, ok, tu as quelques départs comme celui de McDonald's, etc. Qui joue toujours pas à Mais, Los Angeles mais je d'ailleurs. la trouve. Non, il joue pas, apparemment, ils n'ont pas envie de le faire jouer. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si parce qu'il est trop roux ou s'il ressemble trop à Ed Sheeran. Mais honnêtement, non, il joue toujours pas. Et puis, il est jamais sur la feuille, surtout, en Non, fait. c'est ça, c'est Il est fou. même pas remplaçant. Donc je sais pas pourquoi. Faudrait qu'on nous explique. Mais ouais, c'est assez fou de se dire que le meilleur joueur de la saison dernière ne joue pas dans cette équipe de Los Angeles qui en aurait quand même assez besoin dans la course au playoff. Ouais, on est Et d'accord. au-delà de ça, ouais, cette conférence Est est quand même très très ouverte. Donc à voir si Old Glory, comme on le disait tout à l'heure, elle va construire sur cette seconde mi-temps, si New England va se ressaisir. Mais ouais, pour moi, ça reste franchement ultra ultra open, comme on dit outre-Atlantique. Et ça peut totalement tourner ce week-end parce qu'il y a encore des matchs très intéressants. Et il y a notamment, on a parlé du Nola Los Angeles parce qu'on a parlé longuement de Nola Gold, mais il y a ce Old Glory New England justement qui est remake de la demi-finale, enfin de l'une des demi-finales de conf de l'année dernière. Old Glory qui est toujours devant New England à l'heure où on se parle et qui a l'occasion de garder les Free Jacks derrière et de consolider la deuxième place à domicile. Vu ce qu'il montre, c'est totalement jouable. Il y aura ce Anthem Houston qui promet pour Anthem, hein. Ça peut être un match très très long. Nola Los Angeles évidemment. Et puis Ça peut être. Seattle Utah, il va pas être simple à pronostiquer celui-là parce que ça va envoyer du jeu indéniablement. Et pour terminer, du coup San Diego Miami. Quel match tu as le plus envie de voir là, Moindry? Quel match j'ai le plus envie de voir? Old Glory New England, hein, honnêtement, pour moi, c'est celui qui est le plus indécis et qui promet finalement, je trouve, le niveau de jeu le plus équitable. Après, sur le reste, moi, tu parlais de Seattle-Utah. Honnêtement, je suis curieux de voir aussi Seattle. Est-ce qu'ils vont réussir enfin à augmenter leur niveau de jeu face à une équipe de Utah qui, on l'a vu, se déplace très bien et surtout est assez impressionnante et en mode rouleau compresseur depuis le début de saison. Est-ce qu'ils vont pouvoir réagir? On l'a dit, ils n'ont pas eu des matchs simples depuis le début de saison, ça continue. S'ils se ressaisissent pas là, quand même, il y a un moment où si tu veux finir bien placé en fin de saison, va falloir gagner contre les gros. Si t'es pas capable de gagner tes matchs à domicile contre les gros, et ben, tu risques d'avoir un spot en playoff qui risque de pas être facile à la fin de saison. Donc voilà, pour moi, les deux matchs qui m'intéressent, c'est All Glory New England et Seattle Utah. Le reste, ça va être intéressant, mais je pense que c'est quand même moins équilibré sur le papier, à part par le NOLA Los Angeles qui peut être assez équilibré, mais qui va nous donner voilà, des éléments de réponse sur le niveau actuel de NOLA. Mais non, Old Glory New England, franchement, c'est ce qui se fait de plus intéressant, je trouve, la semaine prochaine. San Diego, la semaine prochaine, Et quand toi? on se retrouve pour le MLR Show, 25 sur 25, on est d'accord? Ouais. Après, pas Et toi, forcément une toi, volée toi, quel pour, match t'intéresse le plus? Moi, le Nola Los Angeles pour ce qu'il représente est quand même vraiment très intéressant. Et je suis quand même assez d'accord que le Old Glory New England est assez excitant, de par ce que montre DC depuis le début de saison, de par ce que montre New England également, ce qui les a quand même pas empêchés de gagner contre Nola en toute fin de match et d'avoir gagné à Los Angeles lors de la première journée. C'est pas déconnant de voir En New fait, England j'ai hâte réagir. de voir ce match parce que c'est deux équipes qui convainquent pas forcément quoi, depuis le début de saison et dont on attendait peut-être un peu plus. Donc voilà, si le niveau est au rendez-vous,
tu te dis, déjà tu prends, je pense, une option sur, voilà, sur les spots 2 et 3, quoi. C'est ça. En plus, c'est vraiment deux équipes, elles se tiennent en un point. Donc il y a vraiment ce côté possibilité tu t'affrontes un adversaire vraiment direct. Là où Seattle-Utah, par exemple, bah, même si Seattle gagne avec le bonus, Utah restera devant et tu auras perdu chez un adversaire direct, certes, mais sans rester derrière. Donc ce match a beaucoup moins d'importance. Et ensuite, ce sont 3 matchs qui sont entre équipes d'une conf opposée. Donc ouais, pour tout ça, le Old Glory New England me paraît le plus intéressant. Mais quand même, le NOLA Los Angeles va valoir le coup parce que les deux équipes doivent gagner. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elles sont en dehors des zones de playoff et elles ne peuvent pas se le permettre. Los Angeles a recruté pour être en playoff. NOLA a une deuxième place de la Conf Est l'année dernière à confirmer. Bon, après, évidemment, le cœur me dit le cœur dit Utah. J'ai envie de voir ce match à Seattle. Mais c'est pas le plus important. Chicago est au repos, donc je suis beaucoup moins stressé ce week-end. Bah voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette 5e semaine, ce petit tease de la prochaine journée de MLR. Évidemment, on sera de retour dès mardi prochain 20h pour vous montrer toutes les images. Le championnat des pronostics va reprendre évidemment ce week-end. Adrien Abadi a des choses à se faire pardonner à lui-même a priori pour reprendre la tête du classement qu'il a abandonné à Antoine Mazer le week-end dernier. C'est un duel très serré. On n'en parle jamais dans les émissions, mais au-delà du fait que tu as un match en retard parce que tu n'avais pas joué à la première journée, ça se tient en quelques points quand même entre les leaders, hein. Ouais, non, mais c'est encore plus serré que la conférence Est et la conférence Ouest, hein. Exactement, Attention. exactement. On met de côté Jules, vrai- parce un que vrai bon, boulot. le pauvre, il a commencé à la 4e, hein, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Ouais, puis les Irlandais surtout. Ouais, il a quand même joué. C'était le seul à avoir joué d'ici à Chicago. Voilà. C'est voilà. Alors il a pas été je pense qu'il n'ira pas jusqu'à jouer Anthem contre Houston, hein, mais voilà. Je pense qu'il va être obligé de tenter des coups pour rattraper. Ça m'étonnerait pas. Ouais, Merci. après, il y a un moment aussi, tu tentes des coups l'année dernière, quoi. Bah après c'est ça. Mais en même temps, même en marquant des points, est-ce qu'il y aura cette journée pour qu'il rattrape? Je suis pas sûr. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire. N'hésitez pas à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube, pour voir tous nos contenus, nos stories, évidemment, les extraits de l'émission qu'on mettra tout au long des semaines. Le replay sur la chaîne YouTube, bien sûr, où vous retrouvez le top essai chaque semaine, les plus beaux essais de la MLR, évidemment. Et puis, comme je vous le disais, on se retrouve la semaine prochaine, 20h, comme d'habitude, pour la suite. Et comme tout le temps, on le sait, l'hymne américain pour se quitter. Ciao, bonne soirée. Ciao.